Épisode 29. Liste des suspects. Pendant toute la matinée du lendemain, chez nous, je continuais de réfléchir aux suppositions de Blanchette. Je le fis seule. Elle partait chaque jour, dès l'aube, à la bibliothèque, où elle retrouvait Georges. Je ne sais pas ce qu'ils lisaient ensemble. Luna était allée travailler à la brasserie avec les jeunes de l'île, pour préparer une cuvée, puisqu'il pleuvait à verse. La seule personne que je vis passer devant chez nous, ce fut Bruno, dans le pick-up de la mairie. Il guettait la côte avec ses jumelles. Il n'avait pas de fusil. Il ne voulait plus en toucher. Si Blanchette avait raison, qui était malade? Comment le mal se répandait? Et si elle avait tort, comment se faisait-il qu'on ait commencé à s'entretuer? Vers midi, comme d'habitude, Hugo vint me chercher. Il portait un caouet et avait les cheveux trempés, comme s'il était resté longtemps dehors. Il entra, se secoua et me dit « Viens, mets ton ciré, on va aux cabanes. »« On pique-nique ?»« Ouais. » Il me montra son sac à dos. « On passe prendre Blanchette ?»« Non, j'ai un truc à te dire, top secret. » On roula sur les chemins détrempés, dans les flaques, en passant par Coupedon, la grande promenade le long de la mer dans le vent. L'averse nous battait le visage. C'était vivifiant, harassant en même temps. La pluie avait même chassé les mouettes et les oies, le ciel était vide. Je me demandais ce que mon pote avait à me dire, ce qui méritait qu'on soit seul. Et en même temps, j'en éprouvais une sorte de tressaillement, presque de joie. C'était un retour à la vie, cette désertion, ces secrets. On fit un détour, volontaire j'imagine, de la part d'Hugo. On passa devant la brasserie et on entendit les cris de Bastien, d'Yves et de Luna. Ils semblaient bien s'amuser. Mon pote tourna son visage vers moi et fit une grimace. Où voulait-il en venir? On laissa nos vélos planqués au pied de l'arbre piton, dont le feuillage de printemps avait pris sa densité de saison, épaisse et lourde. Il dégouttait sous les rafales. Une fois aux cabanes, on monta jusqu'à la 3e plateforme. La pluie avait tout détrempé. Le bois était glissant. On aurait pu se casser la gueule et mourir 10 fois dans la chute. Mais à ce stade de mon existence, je n'avais plus peur des accidents. Il me semblait que, dans le moment où nous étions rendus, ça ne pouvait plus arriver. La mort, désormais, était administrée forcément par un dingue armé ou par un amok. Nous n'étions plus tout à fait des mortels, juste des proies ou des prédateurs potentiels. Comme si la chasse avait remplacé la vie. Là-haut, on embrassait moins de paysages que 6 semaines plus tôt. Le feuillage nous voilait la perspective, le clocher de l'église, le sémaphore. Invisible et aveugle. Mais ce dôme nous abritait un peu. Ce n'était plus une douche sous laquelle nous parlions, juste une humidité générale de l'air qui nous trempait quand même. Hugo sortit de son sac un paquet de chips, 2 bouteilles de soda, des noix de cajou et des biscuits qu'il garda à l'abri. Je les ai piqués tout à l'heure à l'épicerie. Jacques était bourré. Puis il sortit 3 barres chocolatées. Ça, c'est mes sœurs qui les ont rapportées de Bordeaux. Il me regardait, un demi-sourire aux lèvres, les yeux brillants, comme chaque fois qu'il me délivrait une information essentielle et que je mettais du temps à comprendre. Je finis par saisir l'ampleur de sa révélation. « Tes sœurs? Tu les as vues ?»« Ouais, Eva, ce matin. » Personne d'autre que lui n'aurait pu s'introduire clandestinement chez Cyril. Mais lui, il avait quitté tant de fois sa maison en douce, en passant par le jardin de Simone pour nous rejoindre, le jour, la nuit. Il savait que la porte donnant sur le débarras et l'arrière-cour n'avait pas de volet. Alors, il s'était glissé jusque-là ce matin. Il avait attendu que l'une de ses sœurs apparaisse. La porte était à moitié vitrée, il voyait tout à l'intérieur. Quand il avait aperçu Eva, celle qu'il espérait, et seule, il avait frappé 3 coups discrets à la vitre. J'allais chercher mon couteau, à cause de ce que nous a dit Blanchette. Il le sortit de son sac. Je vis l'arme qu'il tira à moitié hors de sa gaine, la large lame. Je tressaillis. Et puis, je voulais des nouvelles. Il me résuma. La nuit des événements,
C'étaient encore les vacances pour Julia. Elle était chez Eva, à Bordeaux. Tous les réseaux s'étaient coupés dans la nuit, mais elle n'avait rien remarqué d'autre. Le lendemain matin, ça se bousculait dans les rues. On disait qu'il y avait eu une catastrophe, qu'un flot de personnes arrivait du nord. Les cours d'Eva étaient interrompus. Elle avait trouvé la fac fermée. Les gens évoquaient un nuage toxique ou une formidable décharge électromagnétique. La 5G peut-être, en Allemagne. On disait aussi qu'il y avait eu une crise politique. On parlait de l'armée. En fin de matinée, elles avaient vu des hélicos survoler la ville, des appareils militaires. Ils allaient vers le nord. Ensuite, vers le milieu de journée, des gens avaient commencé à s'agresser, dans les rues. Des altercations, des cris. Et très vite, ça avait été des meurtres. Au début, la police était venue. Le lendemain, elles virent de leur balcon un type en uniforme descendre d'une voiture de police et tirer dans la foule. Dès lors, il n'y eut plus la moindre trace d'autorité. Dans les rues qu'elles apercevaient depuis l'appartement, ce fut la guerre civile, tous contre tous, des voitures qui brûlaient, des chasses à l'homme, des groupes organisés avec des bâtons pour se défendre, sans qu'on sache jamais si une silhouette aperçue quelque part n'allait pas vous prendre en chasse, vous contaminer ou vous tuer. Au lieu de fuir la ville, comme l'avaient fait les 2 colocs d'Eva et la moitié de Bordeaux, des rumeurs prétendaient que dans le sud c'était mieux, les 2 sœurs s'étaient enfermées toutes les 2 dans l'appartement d'Eva. Elles avaient attendu, là, dans ce 3 pièces. Des jours. 2 semaines. Ce qu'elles voyaient depuis leur surplomb était si effrayant qu'elles seraient peut-être restées là pour l'éternité, à se nourrir de rien. L'eau n'arrivait plus dans les conduites. On faisait dans un seau, on jetait ses besoins dans la rue. La porte à digicode au rez-de-chaussée était restée bloquée après la coupure du courant. Ça les avait protégés d'intrusion, peut-être. Mais la soif est pire que la faim. Et au bout de 2 semaines, il avait cessé de pleuvoir, tous les récipients sur les balcons de la ville étaient vides. Alors, elles avaient tenté une expédition à la supérette, à moitié pillée, en bloquant la gage de la porte de l'immeuble, le temps de l'aller-retour. Un peu plus tard, il avait fallu sortir encore. À la 3e expédition, elles avaient failli se faire tuer par un fou qui avait une hache. Au bout de 6 semaines, elles avaient fini par comprendre que si elles continuaient d'attendre ici, il ne se passerait rien. Il n'y aurait pas de sauveur venu du ciel en hélico. Il n'y avait plus personne, et elles allaient mourir. Alors, elles résolurent de risquer le tout pour le tout, d'essayer de rejoindre l'île en espérant qu'elle était restée un sanctuaire. Jusque-là, prendre la route leur était paru impossible, trop risqué, mais désormais, ça l'était moins que de rester. Elles étaient parties avec de quoi tenir 1 semaine. Il y en avait théoriquement pour 5 jours de marche. Elles avaient trouvé des vélos qu'elles utilisèrent une fois sorties des faubourgs de la ville. Elles se perdirent. Elles n'avaient presque plus d'eau. Elles ignoraient comment elles rejoindraient l'île, depuis la pointe de la fumée, se demandaient s'il existait encore un bac. Il n'y avait plus rien. Et puis, immense coup de chance, elles avaient vu une voiture, un matin, après une nuit passée dans un fossé. Une voiture qui arrivait au loin sur la départementale déserte qu'elle suivait. La voiture allait dans le même sens qu'elle. Elles étaient d'abord restées planquées, mais la voiture progressait vers elles, très lentement, prudemment, comme aucun fou n'en aurait été capable. Elles en avaient aperçu au pied de leur immeuble. Au début, les amocs choisissaient les véhicules les plus gros, des camions, pour foncer dans la foule. Les dernières semaines, ceux qui étaient encore capables de conduire laissaient de la gomme sur la chaussée, roulaient sur les jantes, finissaient par heurter un obstacle dans leur folie. Là, le conducteur roulait lentement. Elles sortirent du fossé, lui firent des signes. Il s'arrêta. Ils allaient au même endroit. C'était Gilles, avec Élise. L'enfoiré, dis-je. Ouais, je sais. N'empêche que sans lui, Élise serait restée là-bas.
Et je sais pas si mes sœurs... Je hochai la tête. C'était vrai. Gilles avait fait ce dont nos pères avaient été incapables. J'appris qu'avant de revenir chez nous, avec Élise, il avait cherché ses parents plusieurs jours, qu'il les avait retrouvés morts, massacrés, chez des voisins, par des inconnus. Lui et sa fille avaient dû abattre plusieurs amocs au cours de leur périple. J'appris aussi qu'ils avaient poussé jusqu'à Rochefort, avec Eva et Julia, pour voir s'ils ne pouvaient pas embarquer avec eux Violette et la mère de Françoise. Sans doute un moyen d'acheter leur retour. Mais n'empêche, ils l'avaient fait. Ce qu'ils ont vu, pendant toutes ces semaines sur le continent, ça explique peut-être ces coups de feu, dit Hugo. Et puis, Eva l'a dit, il était capable de conduire calmement. Et il n'a pas agressé les gardes depuis... T'as raison, approuvai-je. Ça ne ressemble pas à l'attitude de Jane. Il n'est pas malade, je pense. J'espère parce que sinon, les prochaines, c'est Élise et ses sœurs, son père. Ou les sentinelles qui avaient soigné Gilles et qui avaient les fusils. Ou même lui, mon pote, Hugo, puisqu'il avait parlé à Eva ce matin. Je réfléchissais au récit de sa sœur. Apparemment, la contagion avait bien commencé au nord. C'est ce qu'avait dit Mathieu. Et on n'était pas sûr qu'elle ait touché directement Bordeaux, par exemple. Si ça se trouve, c'était juste les réfugiés du Nord qui, dans leur exode, avaient semé la mort. Je me souvenais des incendies des premiers jours, cette impression qu'une colonne infernale traversait les villes. Et si on s'était gouré? Si ça se trouve, c'est même pas contagieux, dis-je. C'est juste une petite partie de la population qui a été touchée et qui est allée semer la mort ailleurs. Tu te souviens, André disait qu'en Espagne, c'était nickel. Hugo me regardait réfléchir aux informations qu'il m'apportait. Il me faisait confiance pour sauter aux conclusions. C'était ma tâche. Je secouai la tête, me contredis moi-même. Non, non, non. Dans ce cas, il y aurait dû avoir des réactions dans le sud. Je vois pas pourquoi les réseaux auraient été coupés. Et puis l'armée, la police. Il y en a à Bordeaux et autour. Elles auraient dû réagir, on aurait vu des hélicos. Sauf s'ils ont été infectés juste après le nord. À cause du nuage, là, ou de... Ouais. Cette histoire de flic, là. S'il s'est mis à tirer dans tous les sens, ça prouve bien qu'il avait été infecté. Donc, que c'est descendu jusqu'à Bordeaux. Il approuva encore. Ou que ça se transmet. Ou alors, il était descendu du nord, comme les autres. Je croisais des hypothèses. Pour la première fois depuis une semaine, je pensais à autre chose qu'à la mort de papa, parce que ce qu'on cherchait à comprendre, c'était une question de vie ou de mort pour Simon, pour Jean, pour nous. Eva, elle t'a dit si c'était un flic municipal, le type? Il haussa les épaules, mima l'ignorance. Il attendait mes réponses, mais pour l'heure, je n'arrivais à rien de précis. Je pédalais dans le yaourt. Hugo dut le voir. Il y a une autre chose qu'Eva m'a dite. Je m'attendais à une information sur le virus, la moque. Julia a raconté à mon père ce qui s'est passé pour elle, avec Bastien, Mathieu et le fils de Josse. Papa est comme un fou. Quand il va sortir, il va les... Ok. Je l'arrêtai, pris le temps de réfléchir. Faut le prévenir, dis-je. En parler à Luna. Prévenir Bastien, mais t'es dingue! Je vais pas trahir ma sœur et mon père et... L'île n'a pas besoin de ça. D'un autre homicide. Le mot me parut ne pas coller à ce qui s'était passé. Pour mon père et Françoise, sur la jetée. Il était abstrait, juridique. Mais c'était le plus froid que je connaissais. Hugo me regarda, hésita. Il n'avait pas tranché, je le vis. Ça te fait pas chier que ta sœur, elle... Je sais pas. Tout est bouleversé. Je le regardais jouer avec son couteau de chasse qu'il avait sorti de sa gaine. Pourquoi tu voulais le prendre ce matin? Demandai-je. J'ai pensé à la moque et à Maxence. Il a un flingue. Je crois qu'on devrait le récupérer. C'est pas une bonne idée, une arme à feu.
En ce moment, non, ce n'était pas une bonne idée. Et un couteau non plus. La suite au prochain épisode.